La tresse de Laetitia Colombani, illustrée par Clémence Paulet, édité aux éditions Grasset Jeunesse en novembre 2018. Comme chaque matin, Smita démêle les cheveux de sa fille Lalita. Elle ne les a jamais coupés. En Inde, les femmes gardent longtemps leurs cheveux de naissance, parfois toute leur vie. Elle divise la chevelure en 3 mèches qu'elle entrelace pour faire une tresse. Mais aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, Lalita va entrer à l'école. À l'école, ses parents n'y sont jamais allés. Dans leur village de Badlapur, les gens comme eux n'y sont pas acceptés. On les appelle les Dalis, les intouchables, ceux qu'on ne doit pas toucher. Ils vivent à l'écart des autres habitants et sont chargés des tâches que personne ne veut effectuer. Chaque jour, Smita prend la balayette et son panier et part nettoyer les toilettes des fermiers. Ici, il n'y a pas d'eau courante. On fait ses besoins dans des trous creusés à même le sol, des trous que les femmes comme Smita doivent vider. Elle déteste ce travail, mais elle n'a pas le choix. Ce métier se transmet de mère en fille depuis des générations dans la famille. Le papa de Lalita, Nagarahan, quitte leur cahute à l'orée du village dès le lever du jour. Il est chasseur de rats. Comme son père avant lui, il attrape les rongeurs dans les champs à main nue. Le soir, Smita cuisine les rats de la journée avec du riz. Grillé, ce n'est pas mauvais. On dit que ça ressemble à du poulet. Nagarahan raconte comment son père les mangeait tout entiers, ne laissant que la queue. Cette histoire fait rire Lalita à chaque fois. Smita a un grand rêve, celui que sa fille entre à l'école pour apprendre à lire, à écrire, à compter. Elle voudrait que Lalita puisse choisir son métier, qu'elle ne soit pas obligée comme elle de vider les toilettes des fermiers. Elle a eu du mal à convaincre Nagarahan. « Va voir le brahman, l'instituteur du village, a-t-elle dit. »« À quoi bon, a-t-il répondu, il n'acceptera jamais une intouchable en classe. » Smita lui a tendu une boîte contenant leurs économies. « Donne-lui cet argent, il changera peut-être d'avis. » Nagarahan a parlementé longtemps avec le maître. Celui-ci a pris la boîte et a fini par dire oui. Lalita se prépare pour ce grand jour. À l'aide d'un flacon de vernis, Smita dessine sur son front un bandi, un 3e œil, comme on l'appelle ici. Il aidera à te concentrer aujourd'hui. Sur le chemin, Lalita se cramponne à la main de sa mère. Soudain, elle a peur. Elle s'arrête. Smita voudrait lui dire « Réjouis-toi, tu seras en bonne santé, tu vivras mieux et plus longtemps que moi. » Mais elle ne sait comment s'exprimer, comment lui confier ses rêves, ses espoirs un peu fous. Alors, elle désigne l'école et dit simplement « Va ». Dans la classe, Lalita est intimidée. Le brahman lui demande de s'approcher et lui tend un balai. Elle est une intouchable. Elle doit nettoyer la salle devant les autres enfants. La petite fille est terrifiée. Lorsqu'elle rentre le soir, Smita trouve sa fille recroquevillée dans la cahute. Son sari est déchiré. Elle se met à crier furieuse avant de se figer. Le dos de l'enfant est zébré de marques rouges. Que s'est-il passé? La petite laisse échapper ces mots. « Le maître voulait que je balaie devant les autres. J'ai dit non.
Alors il m'a frappée avec sa baguette en jonc. Smita a le souffle coupé. Elle prend Lalita dans ses bras et la serre aussi fort qu'elle peut. « Il faut partir », confie Smita à son mari. Elle refuse que sa fille soit à nouveau battue. On dit qu'au bord de la mer, à l'autre bout du pays, une école pour les enfants intouchables a été créée. Là-bas, Lalita serait bien mieux traitée. Elle apprendrait à lire et à compter. Eux-mêmes pourraient trouver du travail. Ils n'auraient plus à manger du rat. Nagarajan tente de la raisonner. Le voyage est bien trop dangereux. Ils n'ont pas le droit de quitter le village. Si les fermiers les rattrapent, leur punition sera terrible. Tant pis, se dit Smita. Si tu ne veux pas venir, nous partirons sans toi. Ce jour-là, Smita s'agenouille devant l'image de Vishnu, le dieu à 4 bras des hindous. Elle le prie de veiller sur elle et sa fille durant leur long voyage. Elle lui fait une promesse. Si elles réussissent à s'enfuir, elles iront au temple de Tirupati déposer une offrande au pied de sa statue. À la fin de la prière, elle glisse l'image sous son habit. Soudain, c'est comme si un grand manteau descendait sur ses épaules et l'enveloppait, la rendant invincible. Auprès de Vishnu, elle se sent protégée. Smita et Lolita, ou plutôt Lalita, courent à travers la campagne endormie, sans bruit, pour ne pas être vue ni entendue des fermiers. L'enfant a emporté son unique poupée, une petite reine des bandits, du nom de Pulana Devi. Sa maman lui raconte souvent l'histoire de cette célèbre indienne. Avec sa bande, elle défendait les opprimés, prenant aux riches pour donner aux pauvres. L'aube pointe ses premiers rayons. Elles parviennent près d'une grande route où se pressent des camions, dans un vacarme assourdissant. Lalita ne s'est jamais aventurée aussi loin du village. Elle tremble comme une feuille. Elle s'agrippe à sa maman. Au bord de la route, elles attendent longtemps le car pour Varanasi, la ville sacrée. Smita est inquiète. Passera-t-il aujourd'hui ? Il paraît enfin. Lalita s'étonne de voir tant de monde s'y engouffrer. Il y a là des hommes, des femmes, des enfants, des poules et même une chèvre sur le toit. À Varanasi, Lalita découvre la ville ébahie. Elle contemple les devantures des magasins, proposant des objets plus insolites les uns que les autres, des objets qu'elle n'a jamais vus. Des familles entières se baignent toutes habillées dans le Gange, le grand fleuve sacré. On s'y plonge pour se purifier. Il n'est pas rare d'y trouver des fleurs, des carcasses d'animaux, et en même temps des petites bougies allumées lors des mariages qu'on vient célébrer ici. Elles rejoignent la gare. Les trains sont surpeuplés. Elles montent dans un compartiment bondé et se glissent jusqu'à une petite place. De nombreux voyageurs sont debout, d'autres s'assoient par terre ou grimpent sur les porte-bagages et laissent pendre leurs jambes dans le vide comme les lianes d'un grand arbre. Après des heures d'un interminable voyage, le train s'arrête à Tirupati. Smita n'a pas oublié sa promesse à Vishnu. Avant de poursuivre leur route, elles vont aller prier au temple bâti en son honneur. On dit que sa statue a le pouvoir d'exaucer les vœux. Certains lui demandent un mariage heureux, d'autres une bonne maison, d'autres encore une guérison. Des torrents de pèlerins descendent sur le quai, chargés de couvertures, de bagages, de timbales en métal, de provisions, de fleurs, d'offrandes, des enfants dans les bras,
des vieillards sur le dos. La gare ressemble à une fourmilière où s'agitent des milliers d'insectes. Le temple est bâti au sommet d'une montagne. Pour y accéder, il faut gravir un immense escalier. « Courage !» dit Smita. « Allons-y !» Les marches sont hautes et escarpées. Lalita est vite épuisée. Ses pieds lui font mal, elle a chaud. Smita hisse son petit corps frêle sur son dos et continue la montée. Parvenue au sommet, elle découvre le temple. Il est grand comme une ville. Des familles entières s'y pressent, vêtues de leurs plus beaux habits. Les hommes portent des dhotis, les femmes des saris mauves, rouges, verts, jaunes, bleus, dorés. Lalita est surprise par ce tourbillon de couleurs qui lui donne le tournis. On leur offre des ladus, ces petites boules de farine sucrée préparées par les prêtres qu'elles mangent avec appétit. Pour rendre hommage à Vishnu, les plus riches déposent des offrandes de vivres et de fleurs, de pierres précieuses et de bijoux. Les plus pauvres donnent le sort bien qu'ils possèdent, leurs cheveux. Dans le Kalyanakata, un gigantesque bâtiment, des barbiers s'activent jour et nuit. Ils rasent la tête des hommes, des femmes et des enfants. Lalita se met à pleurer. Elle ne veut pas couper sa tresse. Elle serre contre elle sa poupée. « Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, je passerai devant toi. » Avec sa maman, Lalita murmure la prière qu'elles ont tant de fois récitée dans leur cahute à Badlapur. Elle ferme les yeux. Lorsqu'elle les rouvre, elle n'a plus de cheveux. Elle passe la main sur sa tête, amusée. C'est une drôle de sensation. On dirait le crâne d'un bébé. Sans cheveux, mère et fille se ressemblent plus que jamais. Elles arrivent enfin près de la mer. Smita trouve du travail dans un atelier de confection de cerfs-volants. Elle aime beaucoup ce nouveau métier. Lalita entre à l'école des enfants intouchables. On l'appelle l'école de l'espoir. Les élèves y sont bien traités. Personne ne leur demande de balayer. Personne ne les frappe ni ne les bat. Un jour, une belle surprise attend Lalita. Son papa est là, il est venu les retrouver. Elle se jette dans ses bras. Nagagaran s'étonne devant ses cheveux coupés. La petite fille le rassure, ils vont vite repousser. Dans peu de temps, elle pourra de nouveau les tresser. Lalita ne sait pas que sa tresse va faire un long voyage. Les cheveux offerts à Vishnu sont ensuite ramassés et envoyés loin, très loin de son pays, dans un atelier en Sicile où l'on fabrique des perruques. Ainsi transformés, ils partiront au Canada et seront portés par quelqu'un qui en a besoin et qui en prendra soin.